Bonsoir à tous et d'abord au nom de toute l'équipe de Public Sénat, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année, que 2011 remplisse tous vos espoirs. Au sommaire de cette première édition du 19h de l'année, les 35 heures, pomme de discorde au Parti Socialiste. La polémique lancée par Manuel Valls est-elle le premier effet pervers des primaires? La réaction d'Olivier Ferrand, l'un des artisans du processus de désignation du candidat socialiste. La nuit de la Saint-Sylvestre se révèle moins paisible qu'annoncé. Au-delà du demi-millier d'interpellations, des actes d'une grande cruauté ont émaillé le passage à 2011. Dossier sur l'insécurité dans le 19h avec notamment Bruno Béchiza, ancien policier, aujourd'hui conseiller régional UMP. Sécurité renforcée, y compris en France, à l'approche du Noël copte. Nouveaux affrontements aujourd'hui à Alexandrie et au Caire entre chrétiens et forces de l'ordre après l'attentat sanglant du jour de l'an. Sobi Grèce, secrétaire général de Solidarité Copte Europe, sera avec nous dans cette édition. Les 35 heures, première épine de l'année donc au Parti Socialiste. La remise en cause par Manuel Valls de la mesure phare imaginée puis orchestrée dans les années 90 par Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry sème la zizanie. La droite se déclare évidemment ravie, espérant déjà d'autres escarmouches dans le cadre des primaires à gauche. Sandra Cerquera. Avec son coup de pied dans la maison socialiste, Manuel Valls fait commencer l'année du PS avec une polémique. En s'attaquant aux 35 heures, il cherche à se démarquer et ouvre la bataille des primaires. Avec la concurrence que nous connaissons, est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90 ? Non, c'est ma marque. Il faut donc dépasser la question des 35 heures au-delà des bénéfices. Benoît Hamon ne tarde pas à répondre. Il tacle Manuel Valls. Sa proposition n'est qu'un combat d'arrière-garde, une façon d'exister dans la course aux primaires. Les socialistes, eux, invitent les candidats aux primaires à reverrouiller les égos pour qu'on pense davantage aux solutions d'avenir qui concernent les Français qu'à vouloir penser à son propre avenir. Les modernes face aux anciens, querelle de fond ou positionnement tactique, les propos de Manuel Valls font des heureux à droite. Et pourtant, même au sein de la majorité, la question des 35 heures est loin d'être tranchée. Que même à droite, ils font attention à cela, puisque Xavier Bertrand s'est dit opposé à aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs et de Français qui sont maintenant attachés à ce droit. La compétition des primaires va encore durer des mois, jusqu'aux élections en novembre. Un risque de voir les candidats, comme en 2007, étaler leur rivalité, à moins que le parti ne décide d'élaborer, comme aux États-Unis, un code de bonne conduite. Débat à suivre donc sur les 35 heures, déjà largement déverrouillé depuis 2002. Débat également sur les effets pervers des primaires. Autre polémique de début d'année, autre renversement idéologique. Un élu UMP à la mairie de Strasbourg dénonce le silence de Brice Hortefeux sur le nombre de voitures brûlées la nuit de la Saint-Sylvestre. Casser le thermomètre n'a jamais fait baisser la température, regrette Jean-Emmanuel Robert, conseiller municipal d'opposition de la capitale alsacienne. Selon des sources policières citées par l'AFP, il y a eu moins de voitures brûlées cette année pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Également un dossier que l'on reprend dans quelques instants avec nos invités. Une nouvelle délégation africaine à pied d'œuvre aujourd'hui à Abidjan pour obtenir le départ pacifique de Laurent Gbagbo. Les médiateurs de 4 pays engagés dans une mission qui semble impossible devaient s'entretenir dans la journée avec les 2 rivaux. La force s'imposera si Laurent Gbagbo refuse de partir, répète Guillaume Soro, le Premier ministre désigné par Alassane Ouattara. La sécurité va être renforcée autour des édifices coptes en France. On trouve 19 lieux de culte dans notre pays où sera célébré en fin de semaine le Noël copte orthodoxe. L'alerte est bien sûr maximale en Égypte après l'attentat d'Alexandrie qui a fait 21 morts et des dizaines de blessés au cours de la nuit du Nouvel An. La piste d'Al-Qaïda est privilégiée, mais les coptes d'Égypte dénoncent de longue date une persécution dont ils tiennent des autorités du pays en partie responsable. Aurélien Romano. La rencontre œcuménique entre les dignitaires religieux n'y fera rien. C'est une communauté meurtrie et très loin d'être apaisée qui s'apprête à célébrer le Noël orthodoxe vendredi. Les 21 morts de la Saint-Sylvestre à Alexandrie ne sont qu'une étape de plus dans la persécution des chrétiens d'Orient.
Évangélisé par saint Marc, au 1er siècle, l'origine de la population copte remonte à l'Antiquité égyptienne. Il représente 8% de la population actuelle avec près de 7 millions de fidèles. Pourtant, la construction d'églises dans ce pays laïque reste délicate quand les mosquées sont, elles, subventionnées par l'État. La communauté a très mal accueilli l'allocution de Hosni Moubarak le lendemain de l'attentat. Le président égyptien n'a pas décrété de deuil national. Encourageant à une époque le salafisme pour contrer les frères musulmans, le pouvoir égyptien gère difficilement les tensions entre communautés. Les conflits interconfessionnels peuvent éclater à tout moment. Le drame du réveillon porte la signature d'Al-Qaïda qui n'a pas revendiqué l'attentat. L'organisation terroriste accuse les Coptes de retenir contre leur gré des jeunes filles converties à l'islam. Légende, répondent les Coptes qui font le reproche inverse aux musulmans. Les manifestations coptes d'hier se sont poursuivies aujourd'hui dans les rues du Caire. Invité du 19h, donc Sobi Grèce, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de Solidarité Copte Europe, qui est une association d'entraide des chrétiens d'Égypte. C'est plutôt une association de défense des droits de l'homme et droits des Coptes à vivre en paix et en sécurité dans leur propre pays. Est-ce que vous avez des craintes ici même en France, des craintes visant vos églises, bien sûr? Oui, nous avons beaucoup de craintes puisque la liste des églises et des personnalités et des acteurs coptes en Europe, en France en particulier, a été publiée sur le site djihadiste depuis 3 semaines. Et les noms des églises et leurs adresses sont marqués dans l'église qui a été attaquée le 31 décembre dernier. Et donc, c'est pour ça que nous sommes très surpris que l'État ou les forces de l'ordre n'ont pas pris ça en compte. Très bien. Alors aujourd'hui, les forces de l'ordre annoncent que la sécurité sera renforcée en France, comme elle l'est d'ailleurs, bien sûr. En Égypte, on en reparlera plus longuement dans un instant, mais comme la sécurité est renforcée en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Hein. Mais selon les autorités, aucune menace précise n'a été relevée. Bon, c'est surtout sur le nom marqué dans les listes et dont une église connue, donc c'est la plus ancienne en France, à Châtenay-Malabry, et dont le curé, le père Gagis Luca, a porté plainte hier, Oui. craignant des actions même en France. Donc vous demandez un effort particulier de vigilance, en tous les cas, aux autorités publiques françaises. je pense qu'on l'a demandé déjà. Il y a 3 plaintes qui ont été déposées parce qu'il y a des noms aussi des personnalités et des acteurs coptes qui sont en France. Donc nous mettons les autorités françaises en éveil, si vous voulez, pour éviter éventuellement des attentats contre les Coptes en France. Les autorités en Égypte le savent depuis longtemps, mais ils n'ont pas pris les précautions. Oui. Alors, combien de personnes appartiennent en France à la communauté copte? Bon, écoutez, moi j'ai donné hier à vos collègues d'autres médias le chiffre de 40 000, Oui. mais je viens d'écouter sur Radio Orient, donc les nouvelles, ils ont avancé 140 000 dans toute la France. Ah bon? Bon, alors sur la région parisienne, moi je pensais qu'il existerait 20 000 à 25 000. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à vérifier. D'accord, plusieurs sources. milliers. En tous les cas, la fourchette milliers. est assez large. Le massacre d'Alexandrie, on vient de le rappeler, n'a pas été revendiqué. Pour vous, il n'y a pas de doute sur les auteurs? Ben écoutez, j'ai écouté les déclarations du président Moubarak. J'ai écouté hier soir, après la messe à Notre-Dame, les déclarations de l'ambassadeur d'Égypte en France. Et je refuse totalement ce qu'ils ont dit sur la main étrangère, la présence d'Al-Qaïda et tout ça. Parce que moi, j'ai des documents devant mes yeux qui relatent les agressions et les attaques contre les Coptes, églises, commerces, maisons et personnes depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et on constate qu'il n'y a pas eu de jugement. Et il n'y avait pas Al-Qaïda, et il n'y avait pas des étrangers qui venaient tuer les Coptes en Égypte. Ce sont des collègues ou des concitoyens musulmans dans le pays, ou des policiers. Donc, Des policiers? Oui. Récemment, donc, il y a 3 semaines, il y a eu une attaque policière contre un bâtiment copte,
qui a eu le permis de construction. Mais le fait que les Coptes, ils ont voulu mettre une croix parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir la permission de construire l'église, c'était un bâtiment d'activité culturelle et spirituelle, mais pas une église. Donc, bon, mais aujourd'hui, que les autorités égyptiennes... C'est la police qui a attaqué. D'accord. 3000 CRS qui ont attaqué le bâtiment en tuant 4 Coptes et en blessant gravement dans les yeux 25 d'autres. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi? Bon, écoutez. Donc, le problème, pour nous, il y a un programme. Oui. Il y a un programme depuis X temps qui a été décidé dans la conférence islamique de Jeddah, donc en Arabie Saoudite, auquel le président Sadat était présent. Et ça, c'est des sources officielles, c'est pas des racontats. Le président Moubarak? Sadat. Sadat. Le président Sadat qui était donc président à l'époque de cette conférence islamique. Et qui a décidé... Mais aujourd'hui, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. On voit les autorités égyptiennes très dures avec tous les mouvements islamistes qui ont tenté de s'implanter en Égypte. Et vous ne faites pas confiance au régime actuel? L'intégrisme en Égypte, malheureusement, elle a augmenté d'une façon effrayante. Et le pouvoir le sait très bien, il a laissé faire. C'est des stratégies politico-religieuses dans la région. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir n'arrive pas à surmonter ce problème qu'il a créé lui-même. Vous en faites un complice, vous? Tout à fait. On a des faits avérants que la police était complice dans plusieurs attaques, plusieurs agressions. Le fait que l'année dernière, au même moment, le 6 janvier, à la sortie de la messe de nuit de Noël dernier, 6 jeunes Coptes ont été mitraillés devant l'église, à la sortie de l'église, par des gens connus et qu'on les a attrapés. Jusqu'à maintenant, ça fait 1 an, ils ne sont pas jugés. La police le sait. Vous avez noté les responsables de l'islam en Orient comme en Occident, bien sûr, ont tout de suite apporté leur soutien aux chrétiens d'Orient persécutés. Est-ce que vous attendez aujourd'hui une solidarité plus forte ou des actions plus vigoureuses? Nous attendons des actes. Les condamnations par la parole, la déclaration, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Même les déclarations des autorités, ce n'est pas suffisant. Nous voulons voir les actes dans la réalité, parce qu'il y a des problèmes dans l'enseignement. L'enseignement élémentaire jusqu'au bac, il y a l'enseignement qui pousse à la haine de l'autre. Et traiter les chrétiens des mécréants, des ceci, des sous-hommes, tout ça, ça existe en Égypte encore. Donc comment voulez-vous que la personne dans la rue, mon voisin, mon concitoyen musulman, accepte un chrétien avec lui? Le dernier attentat sanglant et puis toutes ces provocations que vous évoquez ne vous empêcheront pas de fêter Noël néanmoins à la fin de la semaine? On va fêter Noël d'une façon... je dirais triste, désespéré. On a même discuté hier avec les clergés qu'on ne le fera pas, en deuil avec les victimes. Mais finalement, on a décidé de faire la messe, prier, mais ne pas recevoir aucun des officiels des ambassades dans tout le monde. Donc toutes les églises coptes dans le monde ont décidé ça entre eux. Très bien. Merci, Sir Begrès, d'être venu témoigner aujourd'hui. Tout autre sujet. On entendait jusque-là des critiques venues de la droite, logique. La surprise est venue ce week-end de la gauche avec Manuel Valls, recommandant donc de déverrouiller les 35 heures. Ces dernières ont pourtant été progressivement détricotées depuis 2002, jusqu'à ne plus être un carcan selon l'aveu même de Xavier Bertrand, le ministre. Flora Sauvage. Que reste-t-il des 35 heures, 11 ans après leur mise en place? Pour les économistes de tous bords, la réduction du temps de travail a apporté de la flexibilité. Car avec un contingent d'heures supplémentaires de 210 heures par an, un salarié peut continuer à travailler 39 heures. C'est normalement l'horaire qui doit être pratiqué dans l'ensemble des entreprises, mais il y a tout un système de contingent d'heures supplémentaires qui permet en réalité de travailler sans difficulté au-delà de 35 heures jusqu'à 39 heures sans surcoût réel pour les entreprises. Avec la défiscalisation des heures supplémentaires, le rachat de RTT ou la renégociation dans certaines entreprises,
la loi de Martine Aubry a subi bien des amendements. On a un peu détricoté les 35 heures, la mesure la plus spectaculaire étant sans doute la suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires. Parce que ça a vraiment permis aux entreprises de faire travailler leurs salariés ou de proposer à leurs salariés de travailler plus de 35 heures dans des conditions financières qui finalement sont assez bonnes. Finalement, les 35 heures ont modifié en profondeur l'organisation du travail dans bon nombre d'entreprises. Aujourd'hui, un compromis acceptable a été trouvé, ce qui explique que la plupart des entreprises sont réticentes à sortir des 35 heures instaurées après d'âpres négociations. Avec nous donc Olivier Ferrand, président de Terra Nova, think tank comme l'on dit, proche du Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Emmanuel Kessler. Alors Emmanuel, on évoque un coût de 22 milliards d'euros pour l'État. À quoi correspond cette somme? Il correspond au coût des allègements de charges consentis aux entreprises, réduites au minimum pour les salaires qui sont inférieurs à environ un SMIC et demi. Ça, c'est 22 milliards, mais c'est assez difficile de dire ce qui correspond exactement aux 35 heures là-dedans, parce qu'en fait, il y a une politique globale d'allègement des charges sur les bas salaires en France qui date d'avant les 35 heures et qui s'est poursuivie après les 35 heures. Et si on remet en cause les 35 heures, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on remettrait en cause cette politique d'allègement de charges parce qu'on considère que c'est bon pour l'emploi. Après, c'est un autre débat, mais il n'est pas lié directement aux 35 heures. Le deuxième chiffre clé qu'on avance à propos des 35 heures, ce sont les 4 milliards d'euros que perd l'État du fait qu'il n'y a plus d'impôts quand on fait des heures supplémentaires. Leur payer, c'est une heure qui va dans votre poche et vous n'avez plus d'impôts sur le revenu à payer dessus. Ça, c'était la promesse de Nicolas Sarkozy en 2007. Là aussi, on peut revenir dessus. Si on repasse aux 39 heures, il n'y aura plus ces heures supplémentaires détaxées. Mais ça pointe un autre aspect, c'est qu'un retour aux 39 heures, ça ferait baisser mécaniquement les salaires et les revenus des Français. Donc on n'est pas sûr de l'intérêt économique d'une telle mesure et en tout cas si les 35 heures ont un coût, leur remise en cause pourrait être politiquement payée aussi au prix fort. Très bien, merci Emmanuel. Voilà pour le fond du débat. Olivier Ferrand, vous avez accompagné la naissance des primaires. Pour vous, c'est une machine exceptionnelle. Pour l'instant, on a l'impression que c'est une machine qui divise le PS. C'est une machine exceptionnelle, j'en sais rien, on verra. Vous l'avez déclaré dans une interview à La Croix. Ah bah si j'ai dit ça, c'est que ça doit être vrai. Non, un certain nombre de leaders de gauche soulignent le risque que les primaires soient un pugilat entre les compétiteurs et on en verrait les premiers éléments maintenant. Vous ne pouvez pas nier que la sortie de Manuel Valls ressemble à un premier effet pervers des primaires. Ah non, attendez, il y a deux choses différentes. Il y a que le débat ait lieu et les primaires sont là pour que les Français, les citoyens français puissent choisir non seulement la personnalité qui portera leur couleur à l'élection présidentielle, mais aussi la ligne politique que ce candidat défendra. Bien entendu, dans le cadre qui est celui du Parti socialiste ou de la gauche, on verra si c'est une primaire socialiste. Est-ce que Manuel Valls est sorti du cadre là? Que sur un certain nombre de points, il marque une divergence, c'est tout à fait légitime. Il y a des positions des uns et des autres qui peuvent s'exprimer librement à partir du moment où le patrimoine commun de la gauche ou du Parti socialiste, qui sera manifesté par le projet que le parti est en train d'élaborer, que ce patrimoine commun soit évidemment le patrimoine de tous. Parce que si vous êtes en désaccord avec tous les éléments du dit projet, c'est un problème d'appartenance politique. Il n'a pas enfreint à ce stade le code de bonne conduite. Pas du tout. Sur d'autres, je veux dire. Parce que peut-être que vous pensez la même chose que lui. Vous êtes étiqueté strauss-cahnien, peut-être que vous pensez la même chose que lui sur les 35 heures. Non, je pense que les 35 heures étaient une bonne réforme, qu'un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, que ce soit dans les PME, ou à l'hôpital, par exemple, ont posé des problèmes, mais que globalement, c'était une réforme juste, légitime, et qui a atteint ses objectifs, y compris économiques. Quand j'entends 13 ans après Yves Gégaud ce matin dire que c'est les 35 heures qui handicapent la croissance en France en 2010, on croit quand même rêver, c'est du délire. La réalité... Vous niez que les 35 heures pénalisent la compétitivité de la France, vous? Les 35 heures ont eu un effet, c'est de faire passer le nombre d'heures travaillées en France de 25 milliards à 27 milliards d'heures travaillées annuelles. Ont-elles vraiment créé des emplois? Avec les 30... Mais oui, elles les ont...
Regardez en Allemagne, c'est exactement le même problème. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pendant la crise? L'Allemagne a décidé d'appliquer du chômage partiel, c'est-à-dire plutôt que de licencier les gens et de les envoyer au chômage, que tout le monde travaille un peu moins. Mutatis mutandis, c'est exactement la même chose avec les 35 heures. On a 3 millions de chômeurs, 2,5 millions de chômeurs. Au plus fort de la crise. Au plus fort de la crise, on a besoin de partager le travail. Ça ne veut pas dire que ça crée des emplois, mais ça permet de le répartir. Alors en affirmant cette position, Manuel Valls a-t-il fait preuve de courage, selon vous? Je pense qu'il met le doigt sur un tabou à gauche, qui effectivement... Donc il a eu du courage, comme dit Jean-François Copé. Depuis 10 ans, la gauche est sur la défensive sur la question des 35 heures. Elle se fait attaquer régulièrement. Une partie de l'élection de 2007 s'est jouée sur travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire un peu l'envers du décor des 35 heures, l'envers de la pièce. Donc il faut qu'aujourd'hui la gauche... disent quelque chose et reprennent l'offensive sur le sujet du travail. Brise certains tabous. Et effectivement que le débat ait lieu. Moi je ne suis pas d'accord avec Manuel Valls sur le fond, mais qu'il pose le débat me semble tout à fait sain. Et dans ce débat, il y a deux choses. Il y a un élément de valeur. Cet élément de valeur, c'est que la gauche doit se réapproprier la valeur travail. Pour une raison assez injuste, les 35 heures ont été associées à justement un rejet de la valeur travail. C'était tout l'inverse. De nouveau, travailler 27 milliards d'heures plutôt que 25, c'est 10% de mieux. La France n'a jamais autant travaillé qu'avec la réforme des 35 heures, mais simplement c'était réparti sur un spectre plus large. Justement, c'était pour casser cette préférence française pour le chômage. Bon, donc il y a cette valeur et la gauche doit se réapproprier la valeur travail. Et puis il y a un deuxième sujet plus technique qui est celui qu'évoquait Emmanuel, qui est la question des subventions, des aides d'État, qui étaient liées 20 milliards d'euros, 22 milliards d'euros, qui étaient liées à la transition vers les 35 heures. En gros, les entreprises sont passées de 39 heures à 35 heures, mais payées 39. Et donc les 4 heures de différence ont été payées, subventionnées par l'État. Bon. C'était les subventions de transition. 13 ans après, on peut considérer que la transition est terminée. La question, c'est que fait-on aujourd'hui de ces 22 milliards d'euros qui étaient liés à la transition? Il y aura d'autres débats comme ça, d'autres pavés dans la mare lancés par les candidats aux primaires. Est-ce que c'est tenable jusqu'à l'automne, selon vous? Mais c'est pas que c'est tenable, c'est que c'est nécessaire. Il faut bien qu'il y ait l'élaboration des lignes politiques et des projets. Elle doit bien se faire devant les Français, devant les citoyens qui vont voter. Oui, mais s'il y a des déchirements comme ça pendant de longs mois, Nicolas Sarkozy a promis une année utile. Est-ce que le Parti socialiste ne s'expose pas à une année nocive? L'année utile, cette année d'élaboration, c'est de permettre que cette année soit une élaboration du projet. Et pour qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait débat. Un parti qui ne débat pas est un parti mort. Et ben vous avez de la chance, la gauche est vivante. Alors, question du nouvelobs.com, faut-il supprimer les 35 heures? La question était posée telle quelle. On découvre les réponses. Faut-il les supprimer, les 35 heures? Non. Un cri du cœur à 72%. Olivier Ferrand, vous restez avec nous. On évoque maintenant un autre débat, une autre polémique, la sécurité, notamment la nuit de la Saint-Sylvestre. Bruno Béchiza, conseiller régional UMP d'Île-de-France, va nous rejoindre. Le satisfait site de Brice-Hortefeux et sa décision de ne pas révéler le nombre de voitures brûlées alimente donc la polémique. Fabrice Cunet. 3 jours après le réveillon de la Saint-Sylvestre, impossible de connaître les chiffres de la délinquance d'une nuit souvent agitée. La consigne est venue directement de Brice-Hortefeux. Silence donc du côté des préfectures. Le ministère parle seulement d'une soirée calme et annonce 501 interpellations contre 549 en 2009. L'argument avancé, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Il y aura une communication précise, transparente, détaillée du nombre de véhicules brûlés, mais j'ai décidé de mettre fin au concours et au palmarès. En attendant, le ministère de l'Intérieur a largement communiqué sur la mobilisation policière. Au total, plus de 50 000 policiers et gendarmes sur le terrain. La gauche a vivement critiqué ce manque de transparence. Brice-Hortefeux promet les chiffres de la délinquance dans les prochains jours, mais pour l'ensemble de l'année 2010, la guerre des chiffres pourra alors commencer. Voilà, donc c'est l'autre polémique de ce début d'année. Nous a rejoint Bruno Béchiza, bonsoir. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, ancien policier, vous êtes élu UMP. Ne pas publier le nombre de voitures brûlées dans l'instant, pour ne pas favoriser, dit-on, la surenchère des bandes. Le choix de Brice-Hortefeux était-il le bon? Moi, je suis assez étonné de cette polémique. Vous utilisiez tout à l'heure une image médicale en disant qu'il ne faut pas casser le thermomètre. Moi, on est dans le problème d'audition, puisque cette décision a été prise il y a 1 an. Il y a 1 an, Brice-Hortefeux déclarait qu'après avoir entendu des experts,
en particulier l'Observatoire national